Bonjour, merci à tous et à tous d'être ici pour cette dernière partie d'Atrium TV. Je suis très heureux de pouvoir commencer l'après-midi en compagnie d'Anne Sury-Chobrist, qui nous fait l'honneur de pouvoir être là avec nous aujourd'hui. L'idée, comme on a 30 minutes, on était forcé de faire un focus sur des choses précises. Et on va parler notamment de Citizen Move et prendre le temps aussi d'évoquer Mutation, qui sont deux projets sur lesquels Hans a travaillé au CAPC en collaboration avec Arc en Rêve et Mutation exclusivement avec Arc en Rêve. D'abord, pour commencer, peut-être dire que, partir du début, du commencement, qui est le travail que tu as fait avec Wondru sur justement cette idée de ville, de mégacity asiatique. Et c'est vrai qu'en revenant sur les différents écrits ou les différents témoignages que tu as pu donner sur la construction de cette exposition, il y a quelque chose qui pour moi est très présent, omniprésent, c'est la question de la conversation et de la rencontre comme à la base de tout ce qui a nourri le projet. D'abord avec Dan Graham, par exemple. Et j'aimerais que tu nous parles de ça et de comment finalement cette idée de conversation a été comme une méthodologie qui ensuite s'est retrouvée plus tard dans tout le travail que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Oui, merci beaucoup et je suis très heureux d'être ici, donc de retour à Bordeaux, puisque comme tu disais, il y avait ces deux expériences, Citizen the Move et Mutation. Et en fait, l'histoire avec Citizen the Move a commencé avec Vienne. C'est Erwin Wurm, l'artiste autrichien, qui... Il faut savoir que la sécession de Vienne est une des plus vieilles associations d'artistes. C'est vraiment le artist run space par excellence, puisque depuis, ça a été fondé plus qu'il y a 115 ou 120 ans, il y a 115 ou 120 ans, ça a été toujours géré par les artistes. Et donc, à cette époque-là, dans les années 90, c'était Erwin Wurm et un groupe d'artistes qui étaient responsables. Et c'est eux qui m'ont dit qu'il y aurait cette possibilité de faire une exposition pour le centenaire. Et moi, j'ai dit que je pense que, parce qu'évidemment, la sécession a cette histoire super intéressante avec l'Asie, parce que les sécessionnistes, Klim, Chile, etc., ils étaient extrêmement inspirés par le Japon et vice-versa. Il y a eu des mouvements sécession plus tard en Asie, donc il y a toujours eu ça dans les deux directions par rapport à la sécession. Donc je leur ai dit qu'il faudrait qu'on fasse une exposition sur l'Asie pour introduire cette incroyable génération des artistes dans les années 90. D'ailleurs, la même génération d'artistes dont Nicolas nous a parlé ce matin par rapport à son exposition ici, mais des artistes basés en Asie. Et l'idée était dès le début, évidemment, de faire cette exposition avec un curateur asiatique. Donc, on a beaucoup parlé avec Wondru déjà avant qu'il faudrait un jour faire une exposition. Et donc, on a décidé de faire cette exposition ensemble et surtout de faire un voyage qui durait beaucoup de semaines en visitant beaucoup de villes et en n'ayant pas d'a priori, mais en vraiment visitant des ateliers. Et la sécession de Vienne nous a donné carte blanche. Donc, on a décidé, après ce premier voyage, que ça serait intéressant comme d'ailleurs Dan Graham nous a conseillé dès le début, de regarder comment l'urbanisme a vraiment inspiré tous ces artistes, puisqu'il y avait ces mutations. Ça nous amène après à Mutation aussi. Il y avait ces mutations extrêmement extrêmes, on peut dire, dans les villes asiatiques dans les années 90. Et on a vu dans les ateliers d'artistes, comme les artistes d'ailleurs travaillent sur ça, et on s'était dit, plutôt que de représenter ça, on pourrait peut-être faire une exposition qui serait une ville, non? Qu'en fait, l'exposition serait la constitution d'une ville où tous ensemble, avec les artistes, on construirait cette ville un peu a priori. Évidemment, ça posait assez vite la question du master plan, non? Parce que la question du master plan a toujours été un problème pour moi avec ce métier d'organisateur d'exposition. J'ai toujours été pas confortable du tout avec ce mot commissaire, non? Et j'ai toujours pensé qu'il faudrait plutôt que top-down penser à des mécanismes bottom-up, non? À des mécanismes d'auto-organisation moins autoritaires, self-organisation. Et donc, on a trouvé beaucoup d'inspiration par rapport à ça, de nouveau conseillé par Dan Graham, dans des urbanistes comme Isozaki, comme Cedric Price, comme Yona Friedman. Et on a commencé à regarder comment pourrait-on faire une exposition où il n'y aurait pas un master plan, il n'y aurait pas une liste d'artistes. Et c'était ça, évidemment, le challenge à l'institution, puisque d'habitude,
l'organisateur ou le curateur donne à l'institution une liste d'artistes quelques mois avant. Et là, avec Cities on the Move, on a invité des artistes le jour du vernissage et le jour après le vernissage. Donc, de cette façon, c'était vraiment une sorte d'organisme, non? L'exposition était une sorte d'organisme vivant. Et au départ, enfin, l'exposition n'était pas censée être une méga exposition comme elle est devenue, mais elle est devenue un peu par nécessité, comme tu me racontais tout à l'heure. Est-ce que tu peux justement nous dire, un peu évoquer la manière dont ce projet à sécession, finalement, a commencé ensuite à prendre de l'ampleur et à voyager dans plein de pays différents. Donc, l'exposition a été montrée ensuite au CAPC. Elle sera montrée à Copenhague, elle sera montrée en Finlande, à Bangkok, à New York également, au PS1. Donc, je pense que c'est une histoire. Oui, en fait, l'expo dès le début était une itinérance, puisque Bordeaux, on avait travaillé avec Henri Clocusse, avec Marie-Laure Bernadac, qui étaient les partenaires de l'expo. Et donc, c'était toujours l'idée que c'était une expo entre Bordeaux et Vienne. Non? Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec Wanru, on s'en est rendu compte assez vite qu'il y avait vraiment, on s'est attendu à voir des artistes extraordinaires, mais on a vu que ça dépassait toutes nos attentes. C'était absolument extraordinaire ce qu'on a vu en Corée. On a rencontré des jeunes artistes comme Lee Bull, comme Kushonga, comme Suja Kim. On a rencontré des artistes extraordinaires dans multiples métropoles en Chine, ce qui était évidemment la base de recherche pour Wanru, à Shenzhen, à Guangzhou, à Pékin, à Shanghai. Mais on a aussi trouvé cette génération incroyable en Indonésie, en Malaisie, au Japon, etc. Donc, peu à peu, on s'en est rendu compte, parce que la sécession nous avait dit la limite, c'est 30 artistes. Et on s'en est rendu compte qu'il fallait plus d'artistes. Et ce qui était formidable, c'est que la sécession ne nous a pas freinés, non? Parce que ils auraient pu faire du stop, non? Mais ils n'ont pas fait du stop, ils nous ont laissé faire. Et à fur et à mesure, on est arrivé à 100 artistes, je pense. Et évidemment, dans ce moment, ça a posé un problème, non? Puisque le budget était doublé. Et donc, le jour, il y avait le vernissage à Vienne, et d'ailleurs aussi avec la présence du CAPC. Et je me rappelle, il y avait une grande réunion de crise le jour après le vernissage. On voulait se reposer le jour après, parce que aussi le processus était vraiment très intense, non, puisqu'on a construit cette ville. Et c'est un peu ce que Nicolas nous a raconté, non, cette idée que pendant 3 semaines ici au CAPC, les artistes ont carrément vécu à la sécession. Et c'était d'ailleurs intéressant, puisqu'il y avait un musée américain qui voulait prendre l'expo après Vienne et Bordeaux. Et ça a ajouté à la crise, puisque ce musée américain a décidé le jour après le vernissage qu'ils ne vont pas la prendre. Ils étaient très inquiets que les artistes en cuisinaient dans l'expo le jour avant le vernissage. Et voilà, donc c'est cette idée. Et j'ai trouvé ça formidable quand Nicolas nous a raconté comme les artistes ont vraiment habité, non, ici au CAPC. C'est exactement la même chose par rapport à Cities on the Move. Et donc, réunion de crise. Et nous, on a dit avec Wanru, c'est en fait très, très simple, c'est pas du tout un problème. Il faut juste que cette expo devienne le nouveau Family of Man. Vous voyez, cette expo de photos qui n'arrêtait pas de voyager. Elle est allée à des dizaines de stations. Donc, il faut juste faire un effort et il faut vendre cette expo à 7 ou 8 ou 10 musées. Et après, le budget va être de nouveau OK. Et donc, la sécession a compris ce principe. Et ensemble avec la directrice administrative de la sécession, on a vraiment passé des centaines de coups de fil au monde entier. Et on a dit, on a cette exposition très excitante. Et est arrivé après ce que tu as décrit, que l'expo, pendant plusieurs années, n'a pas arrêté de voyager. Elle est allée à Louisiana. Elle est allée dans de très beaux musées. Elle est allée à Louisiana, musée à Umlebeck. Elle est allée au Kiasma à Helsinki. Et après, elle est allée à la Haworth à Londres. Plus tard, elle est aussi allée à MoMA PS1, où souvent des expos expérimentales européennes qui justement n'ont pas trouvé d'endroit aux États-Unis sont souvent allées à PS1. C'est vrai aussi pour l'hiver de l'amour et beaucoup d'expos européennes dans les années 90, c'était toujours l'endroit d'expérimental aux États-Unis. Et l'idée, c'était aussi, je pense qu'il y a un truc que j'ai peut-être oublié de raconter, c'était que l'influence vraiment principale sur cette expo était la pensée d'Édouard Glissant. Moi, j'ai rencontré Glissant personnellement que plus tard. Je l'ai rencontré aux alentours de 99 et après, on est devenus très, très amis et c'est vraiment devenu mon mentor. On a voyagé ensemble, on a fait des livres ensemble, mais la pensée de Glissant nous a déjà influencés au moment de Cities on the Move. Et ce que Glissant dit est évidemment très important par rapport à la globalisation, non? Puisque je pense au moment où ces expos
qu'on raconte aujourd'hui ont eu lieu dans les années 90, comme Traffic ou comme Cities on the Move, c'était un moment de globalisation dans le monde de l'art. Et on était très conscients qu'il y avait, c'est pas la première fois dans le monde de l'art qu'il y avait la globalisation, mais c'était une globalisation extrême, aussi full, peut-être encore accélérée par la technologie. Je sais pas, Tim Berners-Lee a inventé le World Wide Web en 89, non? Donc on est dedans. Et c'était clair, ce que disait Glissant, c'est que ces forces globalisantes peuvent mener à une homogénéisation. En même temps, à une possible extinction, à disparition de différences, non seulement d'espèces, mais aussi de langues, de phénomènes culturels. Mais ce que Glissant a vu très très tôt, c'est qu'il y avait une contre-réaction qui risque de venir, qu'on peut voir maintenant encore plus qu'avant, qui est cette contre-réaction de nouveaux localismes, de nouveaux nationalismes, de nouvelles formes de refus, de dialogue. Et il disait qu'il faudrait qu'une exposition ou n'importe quelle participation qu'on fait, ça peut être un livre, une exposition, une biennale, n'importe quel format, doit contribuer d'une certaine façon à cette idée de la mondialité. Non? Il faut résister à la globalisation homogénéisante et en même temps résister le localisme, non, être local, comme disait Bernard Stiegler, sans être localiste. Non? Et d'une certaine façon, Cities on the Move, un peu comme Do It et beaucoup de mes autres expos, sont une très directe, peut-être même assez simple application de cette idée. Et c'est pour cette raison que ça veut dire aussi que chaque fois que l'exposition a circulé, ça aurait été une homogénéisante globalisation si on met cette expo dans une crate, dans une boîte, et on la envoie dans une autre ville. En même temps, c'était aussi écologiquement problématique. Non? Donc, dès le début, on n'a pas fait ça. On a construit la ville chaque fois. Il y avait très, très peu d'ingrédients, vous voyez, qui se sont transportés. Souvent, ça a pu être envoyé d'ailleurs par... ça a pu être envoyé par poste ou par FedEx et il y avait quelques grandes pièces qui ont été transportées, mais beaucoup de choses se sont construites localement. Mais surtout, on a dans chaque ville ajouté des artistes locaux. Oui, c'est quelque chose que tu me mentionnais et ça m'intéressait vis-à-vis de cette idée d'exposition itinérante et notamment vis-à-vis de comment vous avez abordé la question de l'espace, qui est très différent entre Sécession et le CAPC, et cette question de réécriture d'exposition, effectivement. Et le fait d'avoir convoqué des artistes qui parlaient directement au contexte dans lesquels l'exposition s'inscrivait. Oui, donc on a en fait, pour chaque venue, non, je ne sais pas en français venue, pour chaque itération, itinérance, oui, merci. Pour chaque itinérance, on a ajouté beaucoup de participation locale. Donc, par exemple, à Bordeaux, il y avait une collaboration, comme Fabrizio, on a discuté tout à l'heure, nous a dit, d'ailleurs avec des artistes, avec des architectes de Bordeaux, il y avait Lacaton Vassal qui sont allés à Bangkok, non, comme résultat de l'expo qui était ici à Bordeaux. Donc, ça veut dire aussi que les artistes ou les architectes qu'on a invités localement, après, ont participé au tour global, non? Et ce qui s'est évidemment passé, c'est qu'avec chaque venue, non, avec chaque endroit, on a réagi au lieu. Et ici, c'était assez parfait, puisque cet espace, qui souvent a été décrit comme difficile, non, comment s'appelle le grand espace? La nef, oui, la grande nef, a été idéal pour nous, non, puisqu'on pouvait construire cette ville. On pouvait vraiment, puisque c'était très multistratal, non, on voyait jamais une chose. C'était une expo. À la Sécession, on avait des salles séparées. Il fallait donc essayer de dépasser ça, tandis qu'ici, on avait juste cet énorme grand espace où on pouvait mettre tout dedans. À la fin, après toutes ces 7-8 stations, l'expo est allée à Bangkok. Et ça, c'était une expérience très intéressante. Donc, il y avait Lacaton Vassal et toute une délégation de Bordeaux qui est allée à Bangkok et aussi de Vienne. Et à Bangkok, il n'y avait pas de musée d'art contemporain. Donc, soudainement, cette idée aussi que, en fait, l'exposition n'avait plus un centre, non? Parce qu'elle était toujours, on a toujours pensé avec Cities on the Move que l'expo doit dépasser, et ça c'est quelque chose que je crois toujours aujourd'hui, et qu'en fait avec chaque exposition, on dépasse les frontières du musée, puisqu'évidemment, il y a les portes. Et non seulement il faut enlever les portes, mais il faut essayer d'aller avec l'art et avec l'expo dans la société, donc dans la ville. Non? Donc, par exemple, on a eu le tuk-tuk de Rikrit Tiravanit et de Navin Ravanchakul. Ils ont amené le tuk-tuk, ils ont fait ça comme une pièce. Et cette pièce a circulé dans chaque ville où l'expo est allée et a connecté l'expo dans le musée à d'autres endroits. Mais évidemment, l'endroit
le CAPC, la sécession, la révolte, ont toujours été quand même comment on appelle ça peut-être, le relais, le lieu d'où tout partait. Mais soudainement, à Bangkok, il n'y avait plus ça. Donc là, c'était devenu du pur urbanisme, parce qu'on a commencé à faire l'exposition dans des malls, dans des rues, et tout ça, et c'est devenu encore toute une autre exposition. Et pour en revenir au traitement de l'espace de l'exposition au CAPC, c'est vrai que là, dans le cadre du travail qui a été fait pour la publication Une histoire d'exposition, la sélection d'images était très compliquée, puisqu'effectivement, il y avait tellement d'artistes et tellement d'œuvres que l'identification des artistes et des œuvres était complexe. C'est une exposition dont la documentation est en même temps très riche et confuse. Et il y avait cette idée de ville de bambou, Bamboo Cities, qui effectivement a été une sorte de guide pour la construction de l'exposition. Comment, du coup, ça s'est matérialisé sur le montage, les décisions qui ont été prises avec les artistes? Il n'y a pas eu de... Personne ne s'est opposé à ces empilements, à ces superpositions? Non, c'était intéressant parce qu'en fait, les artistes étaient vraiment tous dans une situation de collaboration et c'était notamment aussi enhanced, non? C'était renforcé peut-être, oui. C'était renforcé par cette idée qu'on s'est revus tous les quelques mois encore dans une autre ville. Voyez, j'ai toujours beaucoup aimé ça avec les expos itinérances qui n'arrêtent pas de circuler. On a eu ça avec Utopia Station, avec d'autres expos. Avec Louis, c'est qu'en fait, les artistes et les participants se rencontrent encore et encore et encore. Et donc, on construit une relation d'une certaine façon, on construit un champ. Non? Et donc, déjà, quand les artistes sont arrivés à Bordeaux, ils ont passé beaucoup de temps ensemble à cuisiner, à travailler dans l'espace à Vienne. Ils se sont connus. Donc là, il n'y a jamais eu de conflit. Ce qu'on a eu, c'est que pour chaque expo, on a voulu faire en fait une sorte de display feature. Non? Et pour les 2 premières expos, c'était très inspiré par Chang Yung-ho, qui est un des premiers architectes en Chine, comme ça, qui vraiment a fait cette connexion à l'art contemporain. Et lui, il a développé un échafaudage comme principe d'accrochage. Non? Donc, l'échafaudage dans lequel on pouvait accrocher plein de choses. Et il y avait aussi cette idée que c'était évidemment une ville tortue, puisqu'on avait Huang Yongping, qui nous manque tellement, l'artiste génial qu'on a perdu, qui était vraiment au centre. Lui et Jensen sont 2 artistes fondamentaux pour cette exposition. Et Huang Yongping, en fait, a mis toute la ville sur des tortues de la sécession. Donc, ça marchait très, très lentement. Après, quand l'expo est allé à Kiasma, on a eu Shigeru Ban, qui a fait toute une ville en carton, en cardboard, non? Et quand l'expo est allé à Hevat, c'est Ole Sheran et Rem Koolhaas qui ont fait le dispositif. Évidemment, dans tout ça, il y avait beaucoup de villes dans la ville, non? Il y avait des artistes qui, par exemple, créaient des archives. Je ne sais pas, Simring Gill créait toute une archive sur la mémoire, sur les lettres, sur les mots des villes. Après, il y avait des artistes qui et un tout petit peu comme... C'était intéressant tout à l'heure quand Nicolas a parlé de la cheminée, non, qui était ici assez centrale. Pour Cities on the Move, il y avait similairement un truc au centre de l'exposition qui était ce gonflable de Lee Bull. Parce que Lee Bull a fait un énorme gonflable, une sorte de sculpture, et ça, c'était il y avait comme un peu un city square autour de ça. Donc ça, c'était des récurrences et aussi des display features, non? Dont on a parlé tout à l'heure par rapport à ton exposition formidable que j'ai vue et adorée ici sur la collection. Vraiment systémique, ouais. Oui, merci. Ce que tu évoques vis-à-vis de l'exposition de Nicolas Trafic me poser la question de savoir quelle conscience tu avais de l'histoire des expositions qui avaient eu lieu au CAPC, si vous aviez regardé les images d'archives, de choses qui s'étaient faites avant de monter et d'imaginer, concevoir Cities on the Move pour le CAPC. Oui, on était très conscients de beaucoup d'expos, évidemment de Trafic, et aussi de beaucoup d'expos monographiques qui ont eu lieu ici. Et moi, à ce moment-là, j'ai vécu en France. J'ai eu une bourse à la Fondation Cartier en 91 qui m'a permis de déménager à Paris pour un moment. Et après, basé sur ça, j'ai commencé la collaboration avec Suzanne Paget, non, au Musée d'art moderne de la ville de Paris, où j'ai eu le titre curateur migrateur. Donc, c'était un programme migrateur que j'ai organisé pour le musée. Donc, j'ai passé beaucoup de temps en France et j'ai quand même très régulièrement visité ici et vu les expos. Oui.
Du coup, ça peut nous amener vers Mutation, et qui sont deux projets quand même aussi très liés. En tout cas, certaines personnes qui gravitaient autour du projet Cities on the Move se sont également retrouvées dans le projet Mutation. Est-ce que tu peux nous dire comment ce projet s'est construit, les conditions extraordinaires dans lesquelles vous avez pu penser ce projet? Oui, en fait, c'était un peu comme une sorte de réciprocité, c'est ça le mot, reciprocity, une réciprocité qui s'était créée, puisque, en fait, moi, j'ai toujours cru que, par rapport aux expositions, que c'est un formidable outil pour, comme disait Telatnan, non, the world needs togetherness, not separation, love, not suspicion, common future, not isolation. Et j'ai toujours pensé que les expositions sont des outils formidables pour créer cet ensemble, non, pour l'opposé de la séparation. Et ça veut dire aussi que l'exposition est un outil formidable pour justement créer des dialogues entre les disciplines, puisque, comme a toujours dit Agnès Varda, non, elle a passé toute sa vie dans les cinémas festivals, elle ne pouvait pas vraiment fonctionner hors du format d'un long métrage ou d'un court métrage. Et soudainement, on l'a fait venir dans le monde de l'art et elle pouvait soudainement expérimenter totalement librement avec multiples écrans, avec des expos multisensoriels, avec tout ce qu'elle a fait, non, les 15 ans dernières de sa vie. Et ça, c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec les architectes, vous voyez, puisqu'on a invité beaucoup d'architectes à Vienne. Je me rappelle, il y avait Jina Kim, une architecte coréenne, il y avait l'architecte japonais Isozaki, il y avait Chang Yong-ho, que j'ai déjà mentionné, il y avait Toyo Ito. Et ces architectes, évidemment, quand ils étaient invités pour une exposition sur la ville en mouvement à la sécession de Vienne, ils ont pensé que c'était une exposition urbaniste. Et ils étaient tous assez perplexes, c'est peut-être le mot, quand ils sont arrivés à Vienne et ils ont réalisé que ce n'est pas une exposition de maquettes et qu'ils n'auraient peut-être pas dû envoyer des maquettes. Voyez. Et donc, pour la deuxième expo, ils n'ont déjà plus envoyé de maquettes. Ils ont fait autre chose. Par exemple, Toyo Ito a fait des rings immersifs et tout ça. Et donc, d'une certaine façon, je pense que cette idée qu'on invite des praticiens et praticiennes différentes par rapport à une exposition est super fascinante et crée vraiment des nouvelles possibilités. Et ce qui s'est passé à fur et à mesure, c'est arrivé beaucoup dans ma vie, c'est en invitant des practitioners, des praticiens et des praticiennes d'autres disciplines dans le monde de l'art, ça m'arrive après d'être invité dans leur monde de faire des choses. Vous voyez, donc j'ai été invité à faire un pavillon à la Biennale d'architecture, j'ai été invité par un festival de théâtre en Allemagne de faire un théâtre. C'est de là où est né le marathon, puisque je leur ai expliqué que je ne suis pas un directeur de théâtre, mais que je fais des conversations. Donc on a fait un théâtre de conversation d'une certaine façon. C'est arrivé aussi avec la science, quand un centre scientifique en Allemagne m'a invité à faire une exposition sur l'art et le cerveau dans les laboratoires scientifiques. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Arc en Rêve, puisque nous, on a invité avec Wan Ru les architectes dans le monde de l'art. Et on a invité Rem Koolhaas comme un des participants. Et justement, Rem Koolhaas a fait l'exposition à la Hayward, où c'était peut-être le plus radical urbanisme, puisque la Hayward, dans ce bâtiment brutaliste, non, c'était, on a travaillé beaucoup aussi avec Archigram là, et avec leur dialogue qu'ils ont eu avec l'Asie, et tout ça. Et donc, Rem a été demandé par Francine Fort et Michel Jacques de faire l'exposition millénaire, puisque un peu toutes les institutions voulaient faire quelque chose pour l'an 2000. Et notamment, il y avait ce très grand projet architectural à Bordeaux pour l'an 2000 que Arc en Rêve a confié à Rem Koolhaas. Rem Koolhaas a décidé de former une équipe pluridisciplinaire. Il a invité Stefano Boeri, ensemble avec Arc en Rêve. Et aussi, ils ont invité Nadia Tazzi, la philosophe formidable qui vit à Paris. Ils ont invité Hubert Damisch, qui à la fin, le très grand historien d'art, qui à la fin n'a pas signé l'expo. Il était juste conseiller d'une certaine façon. Et l'idée de Arc en Rêve, ça c'était vraiment, je pense, l'idée de Francis et de Michel, c'était que Jean Nouvel ferait l'accrochage. Il y avait aussi Sanford Quinta, il y avait un autre philosophe formidable, Sanford Quinta. Donc c'était un think tank extraordinaire, non, sur le futur de la ville, totalement pluridisciplinaire. Et on s'est rencontrés, c'était là vraiment les très très régulières visites à Bordeaux, et on s'est rencontrés très régulièrement en construisant cette ville. Et après avoir travaillé sur Cities on the Move, non, beaucoup sur cette idée de la ville visible, non, puisqu'on a construit une ville hyper visible, j'étais intéressé par rapport en fait, à Mutation
de faire l'opposé, non, de travailler un peu sur la ville invisible. Donc, l'idée, c'était, puisqu'il y avait évidemment beaucoup d'images de villes, il y avait toute la recherche de Colas, toute la recherche de Stefano Boeri, spectaculairement mise en scène, évidemment par Nouvelle. Après, des contributions plutôt théoriques, non, de Sanford et de Nadia. Et toujours avec un peu d'Amish comme le gourou qui nous aidait à penser. Et donc, par rapport à ces mutations de la ville, je voulais faire un mapping, non, du son dans les villes. Donc, on a invité des artistes à nous envoyer des recordings, non, des enregistrements de son qu'on pouvait écouter dans l'espace. Et on a eu cette deuxième idée aussi que, en fait, par rapport à la ville invisible, que ça serait intéressant de parler des rumeurs urbaines. Il y avait ce grand expert de rumeurs urbaines, Paolo Fabri. Il était surtout devenu connu puisqu'il a analysé cette rumeur urbaine Valerio. Vous voyez que soudainement en Italie, dans les années 90, beaucoup d'adolescents ont commencé à hurler Valerio dans les villes. Et on ne sait jamais vraiment pourquoi. Mais c'est devenu un considérable mouvement. Et donc, Fabri a analysé tout ça. Non? Donc, on a travaillé avec lui sur cette idée de multiples rumeurs urbaines. Il y a une centaine, et ça c'est d'ailleurs dans le catalogue, c'est un peu un insert dans le catalogue, qui a une centaine d'artistes et vraiment l'idée c'est un peu lié aussi aux expos que peut-être Latour a fait au ZKM. C'est cette idée, vous voyez que pendant, je ne sais pas, 2-3 ans, on essaie de produire du savoir ensemble. C'est l'idée que l'exposition avec Mutation est vraiment une sorte de véhicule, non, pour produire aussi une forme d'université peut-être. Il y a peut-être pour terminer, ouvrir sur une conversation qu'on avait ou qu'on a juste commencé à avoir sur la question de ce qui est possible aujourd'hui par rapport à ce qui l'était auparavant. Et tu me disais que finalement, il ne fallait pas céder à un certain pessimisme par rapport à des choses qui ont pu se faire pour des questions budgétaires, pour des questions d'appui, de soutien politique, mais qu'il fallait peut-être chercher ailleurs, les lieux où les choses sont possibles. Mais moi, je pense que je suis toujours optimiste et qu'il y a beaucoup de possibilités. Moi, je pense qu'il y a notamment aujourd'hui beaucoup de nouvelles institutions qui se sont créées. Il y a beaucoup de fondations qui se sont créées, qui sont vraiment expérimentales. Mais je pense que ce qui reste à inventer, d'une certaine façon, est-ce que d'une certaine façon, Citizen Move était vraiment une esquisse aussi pour ça? Utopia Station était une esquisse pour ça. Prélude pour Pochette, qu'on avait fait, aussi était un prélude pour ça, ce qu'on avait fait avec Kunle Adeyemi, l'architecte nigérien. C'est l'idée que c'est une esquisse, en fait, pour une institution vraiment résolument pluridisciplinaire, non, pour le 21e siècle. Et c'est très étrange que chaque fois que cette institution aurait pu s'inventer, soit ça n'a pas eu lieu, comme dans le cas du Fan Palace, non, la grande pionnière du théâtre street, de la rue, John Littlewood et l'architecte Cedric Price, ils ont eu cette idée du Fan Palace. Au début des années 70, ils ont travaillé avec des cybernéticiens comme Gordon Pask, avec des grands experts du monde de la musique comme Yehudi Menuhin, et ils ont voulu créer cet endroit où il pourrait avoir une opéra, il pourrait avoir une pièce de théâtre, il pourrait avoir une exposition, il pourrait avoir une université. En fait, tout ça, ça pourrait coexister de manière extrêmement fluide, non? Et si nous regardons aujourd'hui sur l'art, non, et moi j'ai fait beaucoup de visites d'ateliers comme toi tout le temps, et si on regarde ce qui se passe par rapport à la pratique artistique, on peut voir évidemment beaucoup de mutations et de changements. Aujourd'hui, on peut voir par exemple, comme beaucoup d'artistes commencent à travailler aujourd'hui avec les jeux vidéo, mais ça serait tout un autre chapitre, mais on peut voir surtout une vraie fluidité de pratique. On peut voir, en fait, j'ai l'autre jour parlé avec Precious Okoyomon, non, artiste formidable qui vient de la poésie, qui travaille quelque part entre l'installation, entre la musique, entre la poésie, et fait des contributions à toutes ces disciplines. Aujourd'hui, ces pratiques, il faut une nouvelle institution pour ça, puisque d'une certaine façon, nous avons ces silos, non? Nous avons des institutions d'art contemporain, nous avons des musées, nous avons des théâtres, nous avons des opéras, nous avons toutes ces institutions, et toutes ces institutions sont nécessaires, puisqu'il faut aussi des espaces protégés, non, pour ces différentes formes d'art. Donc, je ne dis pas que c'est
c'est pas nécessaire, mais il faut au-delà de ça, aujourd'hui, des institutions qui permettent cette fluidité de pratique non seulement à naître, mais aussi à être produit. Et je pense que c'est ça, d'une certaine façon, le grand projet peut-être non réalisé. Ça, c'est souvent réalisé dans des esquisses et aussi dans des petites institutions. C'est beaucoup plus facile de réaliser ça dans des petits formats. Donc, par exemple, avec Kunle Adeyemi, on avait développé justement ce pavillon avec Alex Putz et Tino Segal et d'autres, où vous pouvez avoir une conférence, comme on est maintenant assis ici dans cette salle, et Kunle a fait une structure où soudainement les murs s'envolent et il peut avoir un concert musique open air. Quelques heures, je ne sais pas, il y avait Abra qui faisait un concert et soudainement les murs se sont refermés. Et il y avait une chorégraphie de William Forsythe, très, très concentrée. Et voilà, donc comme ça, il y avait un programme totalement. Et moi, je pense que c'est dans le petit que jusqu'à maintenant, ça s'est construit. Mais comment ça pourrait avoir lieu sur une vraie grande échelle par rapport à une institution pour le 20e siècle qui reste un challenge non réalisé.